Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Avec vous le professeur Soumaya Glimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II de Casablanca. Je me fais le plaisir de vous dispenser le cours Management S2 et j'espère que vous avez pu voir la vidéo 1 et 2, 3 que j'ai, déposée sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis à ma 4e séance, donc j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à synthétiser et on commence sans plus tarder. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à travailler sur la vision de Weber. Nous avons déjà vu Taylor, Fayol, nous réfléchissons autour de la meilleure pratique managériale, la meilleure façon de faire le meilleur management possible pour pouvoir justement mener les équipes vers la performance. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous étudions aujourd'hui le courant bureaucratique de Max Weber. Je vous rappelle, chers étudiants, Frédéric Taylor, c'était la rationalité productive, la rationalité administrative avec Henri Fayol et la rationalité structurelle avec Max Weber. Donc Max Weber déjà, il est considéré comme le fondateur de l'école dite sociologique. Il traite les choses, on va dire, de façon beaucoup plus sociologique. Donc, il réfléchit autour de l'individu qui évolue dans le cadre d'une société. L'essentiel de ses travaux ont concerné le domaine du management et plus précisément le pouvoir. On sait très bien que le manager a du pouvoir. Il va donner plus des ordres ou faire des demandes. Il va être dans la psychologie de la peur. Il va donner des avertissements. Il va essayer d'être... ce n'est pas de la méchanceté, c'est un style de gestion. Il va être beaucoup plus dans la commande, dans la prise de décision, dans l'unicité de commandement, ou bien il va être dans la délégation, le partage de pouvoir, il va être dans la discussion, la communication. On va essayer de voir, parce que lui a réfléchi, comme les autres prédécesseurs, à la meilleure approche, à la meilleure façon de faire pour pouvoir amener ces salariés-là, justement, vers un maintien des performances. Donc, est-ce qu'on a le droit d'abuser de notre pouvoir? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on a ce droit-là? Est-ce qu'on a le droit beaucoup plus d'être dans l'écoute, la motivation, le soutien du salarié? On a le droit, en fait, par rapport à quoi? Et par rapport à quelle dimension? Et où s'arrêtent nos droits? Même si nous sommes chefs d'équipe, chefs de projet, chefs de département. En fait, il se demande ce pouvoir-là pour qu'il ne puisse pas y arriver, de soucis, pour ne pas arriver aussi à un abus de pouvoir. Que faire? Donc, on regarde ensemble comment Max Weber voit les choses. Le concept déjà de bureaucratie qu'il propose ne doit pas être associé à une image négative. Souvent, les gens pensent que la bureaucratie est négative, qu'elle prive le salarié d'une certaine liberté. Nous allons voir que la bureaucratie signifie une forme d'organisation qui est basée sur la logique, la raison, la rationalité. Il y a des règles qu'il faut juste pratiquer, suivre avec certaines limites, parce que quand même, si vous donnez de la liberté totale à vos salariés, certainement, ils surpasseront cette liberté-là. Et donc, est-ce que les règles, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Weber? Est-ce que pratiquer certaines règles, avoir certaines limites, mais aussi certaines frontières, est-ce un bon moyen dans le management des équipes, dans le management du service, dans le management de notre entreprise? Ça donnerait des résultats? Nous allons essayer de voir ensemble. Regardez, Max Weber a proposé une typologie des autorités déjà pour mieux comprendre cette autorité que le manager a, que le gestionnaire a. Il les a classées en 3. La légitimité charismatique, traditionnelle et rationnelle, que je détaillerai sur le champ. Donc la légitimité charismatique. Qu'est-ce que le charisme d'abord? Cette force intérieure qui est apparente cette force interne qui est apparente à l'externe. Cette force de caractère, cette force de personnalité, ce calme, cette maturité, ce sens professionnel, oui, c'est du charisme. Certaines personnes ont du charisme. On les respecte naturellement. Ils ne demandent pas qu'on puisse les respecter, mais nous sommes obligés de les respecter par la force des choses. Ils sont tellement dans la prise de décision, la sagesse, leur sens professionnel d'écoute, de soutien, de présence, de dynamisme, de diversité,
de compétences personnelles et professionnelles, nous amène directement à croire en eux, à leur faire confiance. Et s'il y a un leader ou un manager qui a ce charisme-là, eh oui, il a gagné la légitimité, il a le droit de nous commander parce qu'on va le suivre. C'est un meneur. On va lui faire confiance. Ce qu'il dit est écouté, pratiqué et il nous mène vers les finalités. Donc pourquoi on ne va pas lui faire confiance? C'est légitime de sa part de nous commander et on veut qu'il nous commande. On vote pour lui. On lui donne cette marge-là de commande. Donc elle repose, cette légitimité-là, ce pouvoir décisionnel sur des qualités personnelles que le manager a ou que le leader a. Donc qu'il ne peut transmettre parce que c'est lié justement à sa personnalité. Donc je vous donne quelques exemples si vous voulez. Donc à autorité charismatique, quand on cite par exemple le cas de Henry Ford, le cas de Citroën, le cas de Renault, de Bill Gates que vous connaissez certainement, le cas de Thomas Watson pour IBM. Oui, ils ont ce charisme qui fait que nous les croyons, nous les suivons, nous leur faisons confiance. C'est des meneurs, des leitmotifs, des boosters. Et lorsque nous avons ces personnes-là dont on a besoin déjà, parce que nous avons la possibilité d'avoir plusieurs suiveurs. Mais pour pouvoir trouver des vrais meneurs, c'est magnifique. Parce que le meneur a une détermination, il a une clairvoyance. Donc, il peut nous mener vers les finalités. Je vous emmène encore vers la deuxième typologie que Max Weber a détaillée. C'est la légitimité traditionnelle. En quoi repose-t-elle? Elle repose sur la croyance en la primauté de la tradition. Oui, on est en entreprise, mais il y a certaines personnes d'un certain âge. La tradition, qu'est-ce qu'elle dit? Quand une personne nous précède, et elle est d'un certain âge, qu'est-ce qu'il faut? D'un point de vue traditionnel, la respecter, la suivre, lui faire confiance. Elle est un gage suite à son expérience, de fiabilité. Elle est crédible. Elle a la légitimité de prise de pouvoir parce que son effet expérience, son âge, son vécu, les projets qu'elle a menés, sa personnalité a fait que nous ne pouvons pas rentrer dans un conflit avec cette personne-là ou la sous-estimer parce que déjà l'expérience est là, elle a mené énormément de tâches, de missions et de projets. En tout cas, ces personnes-là vont utiliser cette autorité-là et vont peut-être avoir un suivi. On va pouvoir les suivre. Ils vont avoir cette légitimité. Ils peuvent avoir cette prise de décision, ce commandement. La forme traditionnelle, elle est liée à la personne plus qu'à la fonction. Donc, en principe, cette personne d'un certain âge, par exemple, peut-être que ce n'est pas elle ton N1. Ce n'est pas sa fonction. Tu ne dépends pas de lui. Mais comme cette personne-là, traditionnellement parlant, tu vas plus la considérer, donc elle va avoir de la légitimité, elle va avoir du pouvoir, elle pourrait te donner des tâches à faire, tu pourrais pas lui dire non. En tout cas, elle gagne en notoriété, en réputation positive, elle a de l'expérience, elle est d'un certain âge, la tradition dit que voilà. Et bien sûr, c'est la même chose dans l'esprit famille, lorsque vous avez une personne d'un certain âge dans votre famille, certainement, vous écoutez ce qu'elle dit. Et même les grands-parents de certaines familles, c'est eux qui continuent à prendre les commandes et les grandes décisions dans la dimension famille, hein. C'est-à-dire ils peuvent intervenir dans les décisions les plus importantes de la famille. De quelle façon ont-ils managé cette famille? De quelle façon ils ont conduit, contrôlé? C'est la légitimité traditionnelle, c'est la tradition qui le dicte. Donc l'exemple qu'on peut donner est celui du système aussi héréditaire dans les entreprises familiales, lorsqu'il y a le père, la mère qui dirige, après c'est où le nouveau leader reçoit un mandat de son prédécesseur. Bien sûr, lorsque nous parlons des EF, des entreprises familiales, on a cette légitimité traditionnelle, on laisse le pouvoir de père en fils. C'est bien sûr un héritage au niveau de l'entreprise qui varie sur plusieurs dimensions. Donc, de la prise de pouvoir et par la nature des choses, il va avoir accès au commandement. La légitimité rationnelle, là, on parle beaucoup plus raison, rationalité, logique. Elle repose sur quoi? Sur un système de but et de fonction étudié de façon beaucoup plus logique. Pourquoi?
Ils sont conçus pour maximiser la performance. D'ailleurs, c'est ce que nous recherchons dans ce S2. Comment manager? Quelle est la meilleure façon de manager? Quelle est la meilleure approche pour maintenir la performance? Donc, elle est conçue pour maximiser la performance d'une organisation et mise à exécution par certaines règles et procédures. Oui, on veut arriver à la performance, on doit avoir un tableau de bord. On doit avoir des indicateurs de performance de façon rationnelle. Si les salariés atteignent les objectifs en telle durée, avec un tel deadline, oui, tout est limité, cadré, structuré pour que l'administration puisse arriver aux objectifs que nous avons tracés au démarrage. La légitimité rationnelle chez l'étudiant repose alors sur la croyance en la légalité des règlements. Oui, un règlement, lorsqu'il est voté, il doit absolument être pratiqué. Donc, la légalité de droit de ceux qui donnent des directives. La personne qui est dans un certain seuil, un certain level, elle doit ou elle a le droit, c'est légitime pour elle, de nous donner des directives. Ces derniers utilisent pour garantir l'ordre un appareil administratif. Donc, on va avoir une administration bien structurée où chacun est à sa place dans le cadre d'un cercle, une équipe, d'un système avec un gestionnaire ou un chef de projet ou un chef de service ou un commandant de bord. Ce commandant est commandé, lui, aussi par un chef de département. Ce chef de département est commandé par un RH, par un directeur général et par un PDG. En tout cas, nous sommes dans une structure parfaite qui nous donne accès à chacun connaît sa place, son champ, sa dimension d'action, son champ ou sa dimension de prise de décision, et tout va bien. Tout va bien parce que je ne m'étale pas, je suis concentrée, je suis dans la pertinence, je suis dans ma spécialisation, dans mon champ de compétences. Voilà, donc le développement des organisations bureaucratiques touche les entreprises publiques et les organismes d'État notamment. Voilà quelques principes de l'administration bureaucratique selon Max Weber. Selon Max Weber, cher étudiant, l'administration bureaucratique idéale ne peut pas exister que si ces agents travaillent en appliquant plusieurs principes. Donc, ils sont personnellement libres déjà, ils ne sont soumis à l'autorité que dans le cadre de leur obligation professionnelle. Oui, on aura un commandant qui commande, mais dans le cadre du travail. Il ne pourra pas commander dans le champ privé de la personne. Ils sont organisés, ces salariés. Il y a une hiérarchie, comme je vous ai expliqué, chacun a sa place dans un champ de compétences. Chaque emploi a une sphère de compétences légales, donc clairement définie lorsque nous passons des entretiens de recrutement. On choisit une personne en fonction de son diplôme, son champ de compétences, son savoir-faire et la valeur ajoutée qu'elle donnera de plus à l'entreprise. L'emploi est occupé sur la base d'une libre relation contractuelle. Et bien sûr, cette relation contractuelle, c'est le contrat qui est signé, c'est le CDD ou le CDI, et les contrats sont sélectionnés sur la base des qualifications techniques. On parle ici des examens, des diplômes et bien sûr la période d'évaluation. Il y a certaines entreprises qui choisissent entre 2 à 6 mois pour évaluer le salarié. Il y a bien sûr la convention autour d'une rémunération avec quelques primes s'il y a la possibilité de faire plus et la possibilité aussi de profiter de sa retraite. L'emploi, il est considéré comme la seule, ou au moins la seule préoccupation professionnelle pour l'entreprise, pour qu'elle puisse garantir une pleine rentabilité, un livrable de qualité. Voilà. Et bien sûr, l'emploi constitue une carrière. Donc, on ne mise pas sur 1 an ou 2, on mise sur une durabilité, on pense aux promotions. C'est une motivation psychologique pour vous, chers étudiants. Donc, ça donne une mobilité interne. En fonction de chaque travail réalisé, on arrive à accéder à un poste meilleur. Et bien sûr, selon une évaluation qui se fait en fin d'année dans chaque entreprise, bien sûr, l'employé n'a pas le droit de toucher au matériel de l'entreprise. C'est la propriété de l'administration et l'employé est soumis à une discipline et à un travail, enfin, à un contrôle strict. Oui, il y a les évaluations, il y a les présentations en fin de semaine dans des réunions devant le comité général de la direction pour voir ce que vous avez pu réaliser, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu atteindre. Donc, le suivi, le check-in, la vérification. Voilà, donc Weber, il a été critiqué quand même par rapport à sa vision-là. Et dans la réalité, les bureaucrates, ils s'écartent. Là, normalement, c'est les bureaucrates. Bon, voilà, donc les bureaucrates s'écartent
je corrige, de l'idéal type de la bureaucratie webérienne. La bureaucratie pure, réellement, comme ce que nous venons de dessiner, n'existe pas vraiment parce qu'il y a toujours des petits dérapages, des personnes qui veulent agir avec leur propre vision, un conflit au niveau de la prise de décision ou quelquefois de la délégation. Donc, il y a un partage au niveau de la prise de décision. Les fonctionnaires développent des comportements schématiques et souffrent d'un manque d'esprit d'initiative parce qu'on les cadre, on les limite dans une sphère dans laquelle il n'y a pas de communication vraiment. Voilà les missions, tu les exécutes pour diminution de dégâts, pour ne pas avoir de problème. Et ça peut créer une asphyxie au niveau de certains salariés qui aiment beaucoup plus être dans l'échange, la symbiose, les interactions, le partage et surtout qui ont beaucoup de compétences à offrir. Donc ça peut être vraiment un dommage à ce niveau-là. Ce qu'il faut constater, c'est que la tendance des fonctionnaires à respecter strictement les règles au dépend des objectifs d'efficacité et d'efficience, ça peut être une source de dysfonctionnement. On ne va pas quand même attendre tout le temps que notre direction vienne nous montrer ce qu'il faut faire. Quelquefois, vous devez agir vite et vous êtes tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? À temps droit agir. Vous allez me dire agir. Donc, ce modèle ou cette approche peut quand même bloquer ou créer certains dysfonctionnements. Et ça ne s'adapte pas, franchement, aussi au changement de l'environnement. Donc, voilà les bureaucrates. Oui, c'est une belle vision de management, mais qui risque de ne pas vraiment être efficace. Donc, on arrive à la conclusion de l'école classique, la convergence entre les auteurs de l'école classique. Nous avons retenu 3 éléments. La décomposition du travail en tâches simples et élémentaires, donc l'OST, l'existence de mécanismes de coordination et de contrôle, c'est ce que nous avons vu avec Fayol, et la recherche de stabilité interne de l'entreprise avec Max Weber. Voilà, donc ici prend fin notre cours d'aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous. Je reste à votre disposition pour toute question. Vous pouvez me laisser vos commentaires dans la partie commentaires en bas. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle